Coucou les amis. Coucou les amis, vlog 284. Ouais. 84. Ouais. Oh là là, Ouais. ça monte, Ça monte, ouais. ça monte. Allez, Ouais. générique. Voilà, vous avez notre générique. Oui. Je suis en train de me demander si je voudrais le changer, mais bon. Et le problème, c'est Mais que... les gens sont habitués à... Ouais, c'est pas... Ouais. Et on reprend, on continue notre périple, là, hein. Bon. Ah bah, ça sera toujours pareil, hein. On avait quitté à Lagneux, on se rapproche de Beaufort. Fort-en-Bagnères. Ouais, allez hop. Le nom de Villebois a été connu dans la France entière, et même à l'étranger, grâce à ses carrières de pierre de taille. Cette exploitation a cessé depuis 1950, mais le souvenir en reste vivace. L'histoire générale de la commune se confond avec celle de la châtellenie de Saint-Sorlin-en-Bugey, dont elle fit toujours partie sous l'Ancien Régime. En 1867, le hameau de Sceaux quitte la commune et celui de Brénat appartenant à Saint-Sorlin-en-Bugey fait de même. C'est ainsi qu'est créée la commune de Sceaux-Brénat. La population était de 1660 en 1881 et jusqu'à 2522 en 1856. On assiste ensuite à un déclin jusqu'à 851 en 1982. Depuis, la population a légèrement augmenté pour atteindre un peu plus de 1000 habitants en 2002. L'exploitation de la pierre est à l'origine du visage économique et social de la commune. Cette activité a notamment contribué à l'arrivée de nombreux ouvriers et à la création du magnifique hameau de Bouis. Culture et patrimoine. Le monolithe de Villebois, érigé pour le centenaire de la Révolution française en 1889, il honore également les nombreux soldats de l'armée du Rhin de 1791 et 1792. Lourd de 42 tonnes, c'est l'une des plus grandes pierres taillées extraites d'une carrière française. Église Saint-Martin, de style néo-gothique, 1850. Barrage de Villebois, faisant partie de l'aménagement de Sceaux-Brénat, usine hydroélectrique. Ruine du château de Bouis à environ 1 km au nord du bourg, au hameau de Bouis. Fondé par les sires de Bouis, Boyd, cité depuis la fin du XIIe siècle, il est ruiné en 1601. Ancienne maison forte de Quinçon citée en 1381 parmi les fiefs relevant de la maison de Savoie. Tombeau de Lucien Farnoux, 1893, directeur de la Société anonyme des carrières de Villebois, conçu par l'architecte Prosper Perrin. Sceaux-Brénat est situé dans l'arrondissement de Belley, canton de Lagneux, dans le Bugey, Bas-Bugey. Son altitude varie de 196 à 660 mètres, la mairie se situant à 208 mètres. Toponymie, Sceaux-Brénat est composé de deux toponymes liés à la naissance de la commune en 1867. Sceaux est issu du latin saltus signifiant « saut ». Brénat est attesté sous les formes de Bresnato, Brenatus en 1141, Brénat vers 1171, Brégnat en 1345, Brénax en 1502. Il tire son nom du participe passé de Brainard, patauger dans la boue, d'origine gauloise. Brénat devait donc signifier « lieu boueux, où l'on patauge ». Histoire. Section de la commune du Sceaux-Brénat, érigée en commune avec le Sceaux, par décret du 27 juillet 1867. Avant cette époque, Brénat n'était qu'un hameau de Saint-Sorlin. Au commencement du XIIIe siècle, existait une famille chevaleresque du nom de Brénat, qui compte parmi les bienfaiteurs de la Chartreuse de Portes. C'est elle qui lui concéda la plus grande partie du territoire de fait. De cette famille était Jomard de Brénat, fils de Geoffroy de Brénat, Hugues de Brénat et Artaud de Brénat, vivant en 1220. Ce dernier était alors marié avec une fille de Hugues de la Balme. Culture et patrimoine, lieux et monuments. Chapelle romane Saint-Christophe du XIIIe siècle, sculpture du XVIe siècle en bois polychrome représentant Saint-Christophe de Lissy. Chapelle du cimetière de Sceaux. Église Notre-Dame de l'Annonciation de Sceaux du XIXe siècle. Site archéologique du Colombier, comprenant notamment un théâtre gallo-romain.
pont de Sobrena, promenade du chemin de halage sur les bords du Rhône, barrage de Sobrena. Vertrieux est à l'extrémité de la pointe de l'île Crémieux. C'est la commune la plus au nord du département de l'Isère. Le nom de la commune est sissou du latin verter, signifiant tourner, là où justement le fleuve tourne pour prendre la direction du sud. L'histoire du village de Vertrieux est à sa proximité avec le Rhône. Le château, ancienne maison forte, fut construit à l'époque d'Humbert de la Tour, dauphin du Dauphiné, qui était en guerre contre la Savoie. Un nouveau château a été construit au milieu du XVIIe siècle par le seigneur de la Poipe, seigneur de Vertrieux, descendant des La Balme, pour remplacer la maison forte qui dominait le fleuve. L'édifice est aujourd'hui abandonné et en ruine. Le village se caractérise par ses habitations en pierre du pays, ornées par ses typiques balcons et montées d'escalier. Toujours lié au fleuve, le village de Vertrieux a connu jusqu'en 1940 une importante activité portuaire avec plus de 40 mariniers. En effet, la pierre de Villebois et de Montalieu-Versieux était transportée par voie fluviale, au port de Vertrieux pour être acheminée par la route, et servir à la construction de nombreux édifices lyonnais. Église Saint-Laurent de Vertrieux. Vertrieux possède 2 châteaux. Le vieux château est situé sur un à-pic rocheux, était une maison forte avant de devenir un château. Le château neuf date du XVIIe siècle. Il correspond mieux aux critères d'un château de plaisance. Situé au bord du Rhône. Le château neuf a fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques par arrêté du 29 avril 1991. Ensuite, il a été classé par arrêté du 27 septembre 1993. Dans la forêt de Cerverin, on trouve une glacière, cachée au milieu du bois. Cette glacière a été restaurée récemment. À noter également, le pont de Lagneux, sur le Rhône, et une maison fortifiée datant probablement du XVe siècle et ayant servi de relais de poste. Lagneux est une commune française située dans le département de l'Ain. Ses habitants s'appellent les Lagnolans ou les Latinissois. D'après un texte latin du 7e siècle, le toponyme Lagneux dériverait d'un propriétaire terrien du nom de Latinus, donnant son nom au secteur ainsi devenu Latiniacus. Durant la Révolution française, la commune prend temporairement le nom de Fontaine d'Or. Vers 1430, les habitants de Lagneux se saisirent de 6 bœufs appartenant aux moines de la Chartreuse de Porte et ravagèrent leur culture en y lâchant leur porc. En 1875, la mise en service de la ligne d'Ambérieu à Montalieu-Versieux permet à Lagneux, qui dispose d'une gare, de bénéficier d'un raccordement au réseau ferré. Le trafic des voyageurs demeure jusqu'en 1937. Dans les années 1920, Lagneux profite de l'ouverture d'une verrerie industrielle, elle-même favorisée par la présence d'un gisement de gaz prometteur. Par le passé, Lagneux était connu pour sa tannerie, activité aujourd'hui totalement disparue. En 1957, lors du passage d'un élément métallique destiné à la centrale nucléaire de Marcoule, le mille-pattes, la fontaine de Lagneux est détruite accidentellement. Le 10 janvier 1965, Proulieu intègre la commune avec une fusion simple. La section de la voie ferrée reliant Lagneux à Villebois est fermée aux marchandises en 1989, peu après la démolition de la gare. Mais la portion Lagneux-Ambérieu demeure ouverte pour le fonctionnement de la verrerie. En janvier 1994, la ville est déviée avec l'ouverture d'une nouvelle portion de la route nationale 75. Absolument. Ambérieu-en-Bugey est une commune française située dans le département de l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voici quelques informations à son sujet, géographie et situation. Elle se trouve dans la région naturelle du Bugey, au pied du massif du Jura. La ville est traversée par la rivière Albarine.
Elle est située à environ 50 km à l'est de Lyon et à une trentaine de kilomètres au sud de Bourg-en-Bresse. Son altitude varie entre 230 et 710 mètres. Histoire. L'histoire d'Ambérieu remonte à l'époque romaine, avec des vestiges retrouvés sur le site. Au Moyen Âge, la ville se développe autour de son château. Elle a connu une croissance importante au XXe siècle avec l'arrivée de l'industrie, notamment dans les secteurs de la métallurgie et de l'aéronautique. Ambérieu a été un important centre de résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Économie. L'économie d'Ambérieu-en-Bugey est diversifiée, avec une présence significative de l'industrie, métallurgie, plasturgie, aéronautique, mais aussi des activités commerciales, artisanales et de services. La ville abrite une importante base aérienne de l'armée de l'air et de l'espace, la BA 278, Colonel Rozanov, qui est un employeur majeur pour la région. Patrimoine et culture. Le château des Alimes, situé sur une colline dominant la ville, ce château médiéval offre une vue panoramique sur la plaine de l'Ain. Il est classé monument historique et se visite. L'église Saint-Symphorien. L'église paroissiale, avec son architecture intéressante, témoigne de l'histoire religieuse de la ville. Le musée du cheminot. Ambérieu ayant été un nœud ferroviaire important, ce musée retrace l'histoire du chemin de fer dans la région. La fête des classes, une tradition locale très ancrée, où les habitants célèbrent leur année de naissance par des défilés et des festivités. La ville propose diverses activités culturelles et sportives tout au long de l'année. Vie quotidienne. Ambérieu-en-Bugey est une ville de taille moyenne offrant de nombreux services et commerces. Elle dispose d'établissements scolaires, d'infrastructures sportives et culturelles. Sa situation géographique permet un accès facile à des espaces naturels pour les loisirs, massif du Jura, rivière d'Ain. Les habitants de Pondin s'appellent les Pondinois et les Pondinoises. La commune de Pondin se trouve sur le cours de l'Ain. Elle est le départ d'un parcours de pêche en première catégorie réputé dans le monde entier. Ceci est singulier puisque ce n'est pas le secteur amont de la rivière, ce sont les bouleversements écologiques provoqués par la présence de barrages hydroélectriques qui en sont la cause. L'Ain y reçoit d'ailleurs son affluent le Suran. La ville doit son origine au seul pont qui franchissait la rivière en cet endroit. En 1502, Marguerite d'Autriche et Philibert duc de Savoie s'y installent après leur marriage dans un château construit à la pointe méridionale de la chaîne du Revermont. À la fin du XIIIe siècle, elle dépend de la paroisse d'Oussia et est dans la mouvance du château de Saint-André-sur-Suran, Neuville-sur-l'Ain. De 1999 à 2012, elle appartient à la communauté de communes de Pondin, Priet, Varambon, avant sa fusion au sein de la communauté de communes Rive de l'Ain, Pays du Cerdon. La Chapelle du Châtelard est une commune française, située dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes. Histoire. Le village est mentionné depuis le XIe siècle. En 1424, la seigneurie démembrée de la scierie de Villars entre avec toutes ses dépendances dans la composition de la Dombe. Les habitants du village furent massacrés par les Bressans au XVIe siècle. Toponymie. Durant la Révolution française, la commune prend temporairement le nom de Beaumont-sur-Chalaronne. Lieu et monument. La chapelle Notre-Dame de Beaumont fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 22 janvier 1979. Église Notre-Dame de l'Assomption de la Chapelle du Châtelard. Poipe et débris du château du Châtelard fondé vers 1200 par Humbert de Thouars-Villars en fief de l'archevêque de Lyon. Château des Creusettes de style empire.
Saint-Étienne-du-Bois est un bourg périurbain de la Bresse dans le département de l'Ain. À la veille de la Révolution, Florent-Alexandre Melchior de la Beaume, né à Mâcon en 1736 et guillotiné à Paris en 1794. Marquis de Saint-Martin, comte de Montrevel et baron de Lugny, et seigneur de Saint-Étienne-du-Bois. La commune, instituée par la Révolution française, absorbe dès la période 1790 à 1794 celle de Lyonnières. La commune a été desservie par la ligne de Mouchard à Bourg-en-Bresse ouverte par le PLM en 1864. Cette gare n'est plus desservie. Toponymie, durant la Révolution française, la commune prend temporairement le nom de Mont-du-Bois. Lieu et monument, la Maison des Pays de Bresse est un site touristique incluant notamment 2 fermes bressanes. Le site présente plusieurs bâtiments traditionnels. La ferme des Mangettes du XVe siècle avec sa cheminée sarrasine, son archeban et ses costumes folkloriques. La ferme de la Claison du XVe siècle présente des métiers, des commerces et écoles d'autrefois. Le bâtiment de Montaplan présente du matériel agricole, des véhicules hippomobiles. Le bâtiment de la Caronnière présente une fabrique de tuiles et de briques d'autrefois. La ferme de Condal abritant l'office de tourisme. Villemotier est une commune française du canton de Coligny dans l'Ain. Claude Journet, un maire visionnaire. Claude Journet voit le jour le 21 octobre 1768. Son père est maître maréchal et taillandier à Coligny. À cette époque, la vie à la maison est rude. 9e enfant d'une famille de 11, tout jeune, Claude Journet a déjà un caractère affirmé. 1792, en France, le chaos est immense. Les armées républicaines essuient revers sur revers et le pays est menacé de tous côtés. 1793, les armées ennemies sont puissantes. Lazare Carnot, avec le « Comité de salut public », décide la « levée en masse ». En septembre, Claude Journet part pour défendre la toute jeune République. Il sait lire et compter. Meneur d'hommes, il sera engagé comme sous-lieutenant. En janvier 1796, il est sous les ordres d'un jeune général corse, Napoléon Bonaparte. Il participera aux grandes batailles napoléoniennes, comme l'attestent les noms de lieux sur sa tombe au cimetière du village, Arcole. Friedland, Hello, Iéna. En mars 1816, il est de retour à Coligny. Sa carrière militaire s'achève. Louis XVIII dirige le pays. Le retour à la vie civile est loin d'être facile. Les anciens « grognards » sont suspects. Coligny est une commune française située dans le département de l'Ain. Ses habitants s'appellent les Colinois et les Colinoises. Il s'agit d'un type toponymique gaulois ou gallo-roman. Pierre-Yves Lambert considère que le premier élément Coline représente peut-être le gaulois astérisque Colino qui signifie « ou ». D'où le sens global de « lieu planté de ou c'est ». Durant la Révolution française, la commune a temporairement pris les noms de Nancoteau, Coteau et Beaucoteau. Coligny est connu pour son célèbre calendrier celtique, une pièce unique au monde. Le calendrier, qui date de la fin du IIe siècle, est la plus longue inscription en gaulois qui nous soit parvenue. Il a beaucoup apporté à la compréhension de leur langue, de leur connaissance en astronomie. De leur manière de gérer le temps, il est écrit en alphabet latin. Une autre œuvre intéressante découverte à Coligny en 1897, en même temps que le calendrier, est une statue de bronze, maintenant appelée Dieu de Coligny. Des répliques de ces deux découvertes sont exposées à la mairie de Coligny. La ville de Coligny a donné son nom à la célèbre maison de Coligny éteinte en 1694 qui a donné les seigneurs de Coligny. Duc de Coligny, marquis de Coligny et comte de Coligny.
Balano est une commune française située dans le département du Jura, ses habitants sont les Balanodins. Histoire. Le toponyme de Balano est peut-être issu, selon Ernest Nègre, du nom romain Belnu, augmenté du suffixe avus. Balano possède une magnifique croix classée monument historique. Le 20 février 1637, durant la guerre de 10 ans, le village est attaqué et conquis par les comtois du colonel de Goux. Lieu et monument, la chapelle de Tous les Saints, 17e S. La croix monumentale de Balano, 17e siècle, classée au titre des monuments historiques depuis 1906. Le moulin, marbrerie, 18e, 19e S. Inscrit à l'IGPC depuis 1993. La filature, 19e S. Cise au lieu-dit, sous roche, inscrite à l'IGPC depuis 1993. La mairie-école, 19e S. La fontaine, lavoir, 19e S. Joudes est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire. Jusqu'à la Révolution française, Joudes, localité du département de Saône-et-Loire relevant depuis 1801 du diocèse d'Autun. Dépendit du, érigé en 1742, diocèse de Saint-Claude. Lieu et monument, l'église Saint-Didier, bâtie par les moines de l'abbaye Saint-Pierre de Gigny et dont la partie la plus ancienne. Du XIe siècle, sert de soubassement au clocher. Cet édifice au portail protégé par un auvent, supporté par 2 colonnes frustes, dispose d'un chœur polygonal s'épanouissant sur une nef plafonnée à la française. Quant aux rosaces quadrilobées qui éclairent le chevet, elles portent encore leur verrière ancienne, représentant l'une le Christ en croix, à gauche, et l'autre Dieu le Père entouré d'anges musiciens, à droite. Avec la date de 1613. Cette église a pour particularité de disposer de toitures faites en lave, et a bénéficié d'interventions de réfection effectuées à la fin des années 70 et dans la décennie suivante. Beaufort-Orbagna est une commune nouvelle française résultant de la fusion, au 1er janvier 2019, des communes de Beaufort et Orbagna. Située dans le département du Jura, la région culturelle et historique de Franche-Comté et la région administrative Bourgogne-Franche-Comté. Toponymie, le nom de la commune est constitué de l'association des noms des anciennes communes fondatrices. Histoire, la commune est créée au 1er janvier 2019 par un arrêté préfectoral du 14 décembre 2018. Et voilà. Voilà. Bon, alors Lagneux,
Non, Beaufort. Beaufort, ouais, c'est toujours bien. Enfin, Beaufort. Bah, cette air... elle est bien. Ouais, parce qu'on s'était dit, c'est vrai que maintenant, plus on avance dans le temps, plus les opportunités pour se garer dans le Jura, parce que comme c'est un passage sur la route, plus les opportunités d'hébergement pour le camping-car se font de plus en plus. Hein. Ouais. Mais les prix augmentent aussi. Oui, les prix ont augmenté. Les taux augmentent, qu'est-ce qui n'augmente pas? Oui, mais bon, cette aire, c'est vrai qu'elle est bien. Ouais. Elle a quelques inconvénients, mais elle est bien. Elle est bien. On aurait 10 minutes de plus. Il y avait celle à 10 minutes un peu plus sur le côté. Non, avant, il y avait comment il s'appelle l'aire de Frébuant, l'air qui est, vous savez, dans les champs, du moins c'est dans un champ, chez Jérémy, qui est pas mal, ce qui est pas mal, mais bon, c'est vrai que la dernière fois qu'on avait été, il a l'électricité, mais on peut pas vider la cassette et récupérer de l'eau et tout. C'est ça qui nous... C'est ça qui est, si on veut rester 2-3 jours, c'est un peu embêtant. En plus. Jérémy, si tu nous entends. Est-ce que oui, mais. On s'excuse, mais il faudrait avoir une pour vider au moins la cassette et. Voilà, ça c'est ça devient un impératif. C'est vrai que, les airs, en plus, c'est un terrain, si jamais il pleut, vous avez vu, j'avais été embourbé et tout. Et là, bon, j'ai pas trop envie. Et un peu plus loin, à 10 minutes de route, hein, il y a aussi chez Patricia Patchouli, Gamping, que on s'arrête de temps en temps, que lors d'un dernier passage, on a vu de la flotte. Ouais. Parce que c'était inondé. C'était inondé. Alors, c'est vrai qu'on a une offre qui est dans le coin, qui est assez importante. Hein. Bon, ça dépend. Je vais vous dire franchement, là, à Beaufort... Beaufort, Montagna, pas Bagnères. On est entouré d'Allemands. Sur les 8 ou 9 camping-cars qu'il y a, il y a beaucoup, on est les seuls Français, beaucoup d'Allemands. Et bon, ça fait déjà 2 jours qu'on est là, et c'est que ça. Alors on a quitté l'Espagne en se disant on va peut-être pouvoir parler un peu français avec les gens et tout, hein. Mais en fin de compte, on retrouve toujours des Allemands. Je trouve que est-ce que c'est non, mais bon, moi je suis en train de me poser la question, comment se fait-il que cette année on a rencontré beaucoup d'Allemands, moins de Néerlandais, beaucoup moins. Mais beaucoup d'Allemands, je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que il y en avait bon, c'est un peu bizarre, je trouve, hein. Et envie de voyager oui, et c'est vrai que il faudrait qu'on fasse une carte un peu en fonction des mois où on a plus de chances de rencontrer, bon, c'est pas que je veux dire de rencontrer des Français, mais je veux dire c'est vrai que les Français, il y a beaucoup qui vont dans les airs, c'est souvent des camping-caristes occasionnels. Ceux qui... Oui, il y en a aussi beaucoup qui vont qui font du sauvage. Voilà, le souci, c'est qu'il y a encore beaucoup de personnes qui font du sauvage. Mais c'est pas ça, c'est que ce sont des nomades, en plus. Beaucoup plus nomades que nous. Parce que nous, vous savez très bien, on a besoin de cette sécurité. Et là, dernièrement, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui est sur TikTok, ou une plateforme où on a un compte, mais j'alimente pas parce que moi, les cours, j'ai du mal. Et en plus, filmer dans ce sens-là, moi, j'ai du mal. Et j'ai l'impression que je vais pas pouvoir rentrer dans le téléphone. Mais bon, toujours est-il que ce gars, il s'est arrêté sur une aire de parking, de supermarché ou d'un truc, où il y avait 4-5 camping-cars, plus celui avec sa caravane, plus un autre truc, et toute la nuit, ils avaient été embêtés par des gens qui venaient, les jeunes qui venaient, qui klaxonnaient, bon, c'est vrai que ces désagréments-là
Vous savez, vous êtes aussi dans des aires de camping-car. On l'a connu qu'on avait été dormir à une année à Charleville-Mézières, sur le bord de la route, parce qu'on était un samedi et que y a les jeunes qui étaient là jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Ils avaient fait du trafic. On a aussi eu à la Roche du Grain. On a aussi eu à la Roche du Grain à cause de la salle des fêtes à côté. C'est vrai qu'en fin de compte, les aires, vous pouvez être à part ou un truc comme ça. C'est vrai, quand il y a les commerces et tout à côté, c'est intéressant. Mais quand il y a rien, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Alors, pour en revenir aux gens qu'on croise, c'est vrai que là où on va croiser à certains moments de l'année beaucoup plus d'étrangers que de Français. Par exemple, dans quelques temps, ça va être dans quelques semaines, 1 ou 2 semaines, ça va être Pâques, 2-3 semaines, ça va être Pâques. Je vous fais un pari, parce que bon, là, normalement à Pâques, on devrait être sur Colmar ou un truc comme ça. Je vous fais un pari qu'on va avoir beaucoup plus de Français. Et puis après, il y a... Parce qu'il y a les vacances. Et les grandes vacances après. Ah, voilà. Alors, c'est vrai que tout ça y joue aussi. Bon, voilà. On vous a un peu cassé les pieds. Bon, on vous dit à la semaine prochaine. Et toi, tu dis rien? Non, on a tout dit, hein. Non, moi j'ai tout dit. Ah on a tout dit, c'est tout. Quoi, c'est tout? Ouais. On a tout dit. Ouais. Bon, allez. On vous dit bye bye et puis à bientôt. Babou et Mina, en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue, ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant avec son chapeau de chef. Mina derrière lui, il surveille la carte, elle et son seul repère. Il roule et chante, mais soudain, un bruit étrange. Le camping-car s'arrête dans un décor bien étrange. Babou et Mina, en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue et ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Ils ouvrent le capot, se grattent la tête, perplexe. Babou dit à Mina, on dirait que la voiture se vexe. Mina rigole, peut-être qu'elle en a marre de nos chansons, ou alors elle veut juste qu'on fasse une petite pause sans pression. Babou et Mina